Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin, Bretagne. Allez, ce matin, on vous embarque dans la mêlée avec notre invitée, Lénaïgue Corson, élue meilleure joueuse française en 2017. On peut dire qu'au pays de l'Ovalie, elle est un petit peu la reine bretonne. Elle est joueuse du Stade Rennais Rugby, mais aussi et surtout de l'équipe de France de rugby à 7 et à 15. Moi, on m'avait dit que Lénaïgue, ça voulait dire petite Hélène. Il faut m'expliquer là. Oui, c'est bien ça. D'accord, alors bon, encore j'ai des talons de 10 cm. Allez, écoutez, ce terme-là, en tout cas, Maëlle Le Guenec nous l'expliquera tout à l'heure dans sa chronique. Lénaïgue, ce prénom breton. On passe le ballon ? Allez, nous nous attarderons également sur vos droits ce matin. Que faire si vous êtes victime d'un accident médical qui ne résulte pas de la faute d'un praticien ? Eh bien, la loi a prévu de vous indemniser. Les explications tout à l'heure en compagnie de maître Guillaume Chauvel. Nous vous présenterons aussi une web série sur les exclus du sexe, qu'on les appelle les sexclus. Explication dans quelques instants avec deux étudiantes de Sciences Po Rennes qui ont réalisé ce travail documentaire auprès de résidents de maisons de retraite, de détenus ou bien encore de SDF. Vous verrez, c'est un sujet extrêmement d'actualité. Côté culture, Sabine Marimurgue nous emmènera quant à elle au musée de Pont-Aven, à l'exposition Cobra. Alors non, ça ne pique pas, enfin si peut-être, juste votre curiosité. C'est en tout cas ce que nous dira son invité, Victor Van Oesten. Et puis nous retrouverons également l'amie Sylvie Denis en duplex depuis la jolie station balnéaire de Dinard. Dinard sur la côte d'Émeraude et son patrimoine, Dinard et ses magnifiques villas. Allez, c'est maintenant l'heure de la météo. Hop, c'est parti avec Catherine. Merci. Et oui, aujourd'hui, le soleil ne risque pas de claquage parce qu'il s'avance vraiment en petite foulée de l'ouest vers l'est. Par contre, chaussez vos crampons ce week-end parce que le terrain sera boueux pour la chasse aux œufs de Pâques. Cuillère en bois pour les températures, cuillère de bois parce qu'on est en dessous des normales, 10 à Ouessant, 11 à Belle-Île. Bon, voilà, on va s'échauffer quand même un petit peu. Allez, ok, merci Catherine. Bon, en gros, les nuages auront un bon grip, vous l'avez compris. Allez, autant de bonnes raisons de rester avec nous bien au chaud à la maison. N'oubliez pas vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne. C'est votre émission. Vous prenez un petit café, vous faites comme nous. On se retrouve tout de suite, 9h50 le matin. C'est parti. Hop. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Bonjour Nina, bonjour Maureen, bonjour Guillaume. Bon, alors c'est une émission placée sous le signe du rugby, vous l'avez compris. Bonjour à nouveau Lénaïgue, merci d'avoir accepté notre invitation. On sait que votre emploi du temps est extrêmement chargé. Vous êtes Trégoroise d'origine, aujourd'hui joueuse du Stade Rennais Rugby et de l'équipe de France à 7 et à 15. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu votre position dans les équipes ? Oui, déjà merci de m'accueillir parmi vous, je suis très contente d'être là. Au rugby à 15, je joue le poste de deuxième ligne, c'est le poste que j'ai pu jouer cet été durant la Coupe du Monde. Et au rugby à 7, c'est un poste complètement différent puisque je joue ailière. Bon, alors ça, c'est les présentations un peu techniques. Vous nous détaillerez tout ça un peu plus tard dans l'émission. Vous allez nous décrypter ça pour les néophytes parce qu'après tout, on n'est pas forcément tous des connaisseurs en matière de rugby. Mais nous, d'abord, on avait envie d'en savoir un peu plus sur vous. Alors, je vous propose de tirer un premier petit papier. Allez. On va voir ce qui va sortir. D'où ça vous vient, cette passion pour le rugby ? Rugby Crest-Tréguer, oui, c'est le club qu'a fondé mon papa il y a quelques années maintenant, qui est situé dans le Trégor, dans le petit village de Vieux-Marché. Petit village parce qu'on est... magnifique village de Vieux-Marché. Mais c'est un village qui a beaucoup de cœur et qui essaye de se battre tous les week-ends en championnat. Aujourd'hui, mon père regarde ça d'un peu plus loin et est également prof au lycée de Pommerit et il coach certaines équipes, les équipes du lycée. Et il doit être sacrément fier de sa fille, on imagine. Il l'est. Allez, un deuxième petit papier, parce qu'on a parlé de votre papa. Mais il n'y a pas que votre papa dans l'histoire, là, attention. Il y a aussi la maman. Il y a aussi la maman. Oui, l'athlétisme, c'est le sport que j'ai commencé à pratiquer à l'âge de 6 ans. Et pendant très longtemps, pendant 14 ans, j'ai pratiqué l'athlé, avec pour spécialité l'heptathlon. Et c'est vrai que c'est une discipline qui m'a aidée à m'endurcir, puisque l'athlé est quand même un sport où il faut beaucoup donner pour recevoir et se faire plaisir sur les pistes. À l'âge de 20 ans, je suis arrivée à Rennes.
Et en arrivant à Rennes à l'université, j'ai décidé de pratiquer le rugby. Ouais, donc assez tard en fait, c'est une vocation presque tardive finalement. C'est rare. Oui, complètement, c'est assez tardif. Vous aviez 20 ans, 20 ans quand vous avez commencé le rugby. Oui, ça s'est fait un petit peu par hasard puisque je cherchais à jouer un sport collectif et dans la liste que proposait l'université, le seul sport collectif que je pouvais faire qui correspondait bien à mon calendrier universitaire, c'était le rugby. Donc j'ai choisi au départ le rugby par défaut et finalement j'ai complètement accroché dès le premier entraînement et c'est comme ça que l'aventure s'est poursuivie 6 mois après au club du Stade Rennais Rugby. Bon, comme quoi le hasard fait bien les choses. Vous restez avec nous tout au long de cette émission, Léna Hing. Est-ce que vous connaissez bien la Côte d'Émeraude ? Un petit peu, oui. Un petit peu. Bon, alors on va voir si vous connaissez bien Dinard. J'en connais une en tout cas qui maîtrise cette ville sur le bout des doigts. Elle va nous la faire découvrir. On la retrouve tout de suite, c'est Sylvie Denis. Bonjour Sylvie. Ah oui, alors là, les nuages ont un bon grip, on confirme. Comment ça va ? Ça va. Écoutez, ça va humidement, mais en même temps, j'ai envie de dire, le temps est un peu humide et pluvieux sur la majeure partie de la France. Non, c'est pas ça. Alors, on en fait partie. On va se réjouir. Les beaux jours arrivent et on va quand même vous donner envie de venir découvrir effectivement Dinard, cette cité balnéaire emblématique de la Côte d'Émeraude. Vous l'avez dit, on est juste à côté, sa voisine Saint-Malo, et juste derrière la pointe du Moulinet, derrière l'une de ces belles villas dont on va parler avec Elsa, qui est notre première invitée. À vrai dire, c'est pas moi qui ai l'info et toute la source de Dinard, c'est Elsa. Elle est guide, elle fait partie du service patrimoine de la ville de Dinard. Et effectivement, cette ville est emblématique de la Côte d'Émeraude. On remonte peut-être jusqu'au 19e siècle et on va peut-être s'intéresser à cette raison. Pourquoi est-ce que finalement elle est devenue aussi célèbre au tout début du 19e, Elsa ? Alors à partir de la seconde moitié du 19e siècle, on a les colons britanniques qui ont l'habitude de partir en vacances à Saint-Malo, à Avranches, qui sont déjà des colonies britanniques et qui vont pour la première fois traverser la Rance grâce à l'arrivée des bateaux à vapeur. Et ils vont arriver au niveau de la cale du bec de la vallée et au fur et à mesure coloniser la pointe du Moulinet, donc la grande pointe qui est juste derrière nous. Juste derrière là. nous. Voilà, avec en son sommet la villa Saint-Germain. Ouais. Et donc toute cette pointe du Moulinet va être habitée par des colons britanniques et américains fortunés. Et puis on rappelle quand même que l'Angleterre, c'est un tout petit peu plus loin, là au bout de mon doigt, de l'autre côté du Channel. À cette époque, au 19e, on voue une vertu tout à fait thérapeutique au bain de mer. C'est bon pour nous. Voilà, tout à fait. Donc en fait, il est de bon ton à l'époque de venir prendre l'air marin. On a toute une série de guides publiés à l'époque où on expliquait justement que de respirer l'air marin allait soigner l'eczéma, le rhume, l'asthme, des maladies de peau, etc. Et on est passé de se promener et respirer l'air marin à après pratiquer les premiers bains de mer où on pratiquait la suffocation. Donc on venait, on se jetait dans l'eau et le choc devait être le plus violent possible pour pouvoir mieux guérir. On était persuadés que plus on souffrait, mieux on allait guérir. Voilà. Bon, heureusement, on est un peu revenu sur cette idée et c'est pas plus mal. On a arrêté la suffocation, on a continué les bains de mer. À cela, s'est rajouté aussi le plaisir du jeu avec les casinos et notamment la construction d'un magnifique casino sur cette même digue. Voilà, sur la digue de l'Écluse. Donc au départ, on a eu un maître nageur de Saint-Malo en 1855 qui est venu construire ici son premier établissement de bains de mer. Au rez-de-chaussée, on avait donc les cabines de bains qu'on pouvait louer et rapidement, dans la salle qui se trouvait à l'étage où les gens venaient se réchauffer après le bain, on a commencé à jouer aux jeux d'argent, aux jeux de cartes, aux petits chevaux, etc. Et très rapidement, le loisir a pris le pas sur les vertus thérapeutiques en fait. Au départ, on vient pour se soigner et plus tard, on vient pour se divertir. Alors, on aime aussi venir sur cette plage pour les bains de mer, on en a parlé, on continue aujourd'hui à se baigner. On aime aussi pour le plaisir de se balader, cette promenade au clair de lune que l'on peut prendre de ce côté-là ou vers la pointe du Moulinet, qui est ourlée de ces villas. On dit souvent qu'elles sont classées, c'est peut-être pas forcément le bon terme, elles ne sont pas classées, mais elles sont en tout cas protégées. C'est ça, exactement. En fait, on a
très peu de bâtiments qui sont classés à Dinard. On a une villa qui est inscrite, on en parlera Tout à plus tard, c'est la villa Les Roches Brunes qui a été inscrite en 2014. Ouais. Mais quand on voit souvent l'information circuler de 400 villas classées, en réalité ce sont 400 villas protégées dans le cadre de l'AVAP. Donc l'AVAP, c'est l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine. C'est une sorte de plan local d'urbanisme dédié à l'architecture, au patrimoine. Alors il nous reste quelques petites secondes pour parler effectivement de cette villa des Roches Brunes. C'est une villa qui est ouverte au public, vous l'avez dit, elle est classée. Elle est ouverte au public simplement pendant cette période de l'été où une exposition s'y installe. Et là, ce sera Robert Doisneau. Voilà, cet été, on aura l'exposition Robert Doisneau qui va regrouper à peu près une centaine de photographies. Donc certaines qui sont emblématiques, d'autres qui sont inédites. Et c'est donc la commissaire d'exposition, Françoise Wasserman, qui a fait cette sélection et qui va présenter donc cette exposition qui n'a jamais été présentée auparavant. Donc voilà, ce sera ouvert du 16 juin au 30 septembre. Et la villa des Roches Brunes, elle est juste là-bas, entre là-bas. les gouttes et derrière les jolis pins. Voilà. Merci à vous, Elsa. On se réchauffe un peu et puis on se retrouve dans quelques instants, Laurence. Merci Sylvie, on parlera tout à l'heure des concours d'élégance avec vous. Maureen Wilson, Nina Parera, vous évoquez un sujet tabou, vous, aujourd'hui. Allez, je vous passe le ballon avant ça. Ce sera la sexualité, encore plus tabou quand il s'agit de vivre sa sexualité en maison de retraite, en hôpital psychiatrique, en prison ou quand on est sans abri. C'était des sujets difficiles auxquels vous vous êtes attaqués quand même. Vous êtes courageuse. C'est gentil. Oui, c'était pas évident, mais je pense que c'est pas évident parce que parler de sexualité, c'est toujours un tabou. Et au final, on s'en est sortis et les gens avaient en fait envie aussi de se confier à nous et de parler de quelque chose qui fait partie de leur vie et de leur humanité. Alors, vous avez, avec 12 autres étudiants en Master 2 de journalisme de Sciences Po Rennes, créé ce web documentaire qui s'appelle Les Sexclus. Des mois d'enquête. Est-ce que ça a été facile de travailler, du coup, parce que c'est combien de temps d'enquête? 3 mois? C'est 3 mois, 4 mois, on va dire. Donc, non, c'était un long travail, mais qu'on a fait à 14 et ça aide beaucoup d'être un groupe et d'être bien entouré par une super équipe pédagogique. Oui. Alors, en tout, vous avez exploré donc 5 lieux, 5 sexualités. La maison de retraite, par exemple, vous nous apprenez que rien n'est prévu pour l'intimité en fait, des pensionnaires, même quand ils vivent en couple. C'est assez surprenant finalement. Et non, en fait, à chaque fois, c'est un lit séparé. Donc, quand on arrive en couple en EHPAD, comment on fait? On a le témoignage d'une personne qui nous raconte qu'en voulant escalader le lit de sa conjointe, il est tombé. Et en fait, il s'est blessé. C'est des histoires comme ça qu'on a pu entendre. Donc en fait, c'est une sexualité qui est complètement niée et la société regarde ailleurs. En gros, on se dit que les gens qui sont en prison, ou dans la rue, ou en EHPAD ou en maison de retraite, n'ont pas le droit finalement d'avoir une sexualité. C'est le message que vous avez retenu finalement. C'est ce qu'on a retenu parce que en fait, le point commun aussi à toutes ces personnes, c'est qu'il va y avoir un tiers qui va intervenir, qui va les surveiller. Les détenus, c'est assez évident, ils sont en permanence sous surveillance, mais en EHPAD aussi, pour les protéger, et notamment parce qu'ils sont dépendants, il va y avoir des allées et venues incessants dans les chambres des résidents. Et c'est un petit peu ce qui regroupe toutes les personnes qu'on a rencontrées, c'est une surveillance, un regard qui soit de tiers ou même de la société qui n'est pas toujours bienveillant. Donc aucune intimité. Alors vous avez recueilli des témoignages extrêmement touchants. Je pense en particulier à celui de Pascal qui a passé 22 ans en prison et c'est très compliqué la sexualité depuis qu'il en est sorti. On écoute son témoignage et on en reparle juste après. J'ai eu des rapports sexuels depuis 8 ans, hein. Mais c'est qu'avec des personnes 2 fois plus jeunes que moi. Ça n'a pas dépassé 23 ans, la dernière personne, quoi. Ça n'a jamais été dans un lit, ça a toujours été à l'arrache, dans la cuisine ou dans un lieu, voilà. Mais à la maison, jamais. Et avec une femme au lit, jamais, encore. J'ai eu qu'une expérience et j'ai pas pu, je suis parti en courant de chez la personne. J'ai pas voulu, une fois qu'elle était près de moi, qu'elle a voulu me toucher, c'était pas possible, c'est pas possible. Pour l'instant, c'est pas possible, quoi. Voilà. Je n'arrive pas que quelqu'un me touche ou me caresse ou... en tout cas, pour l'instant, quoi. J'y travaille, mais j'y n'arrive pas, quoi. Voilà, alors pour l'instant, ça fait 1 an que j'ai pas de relation. Voilà. Témoignage extrêmement touchant. Hein. La prison prive de liberté, mais aussi de sexualité, c'est ce qu'il confirme.
C'était important pour vous, cette démarche pleine d'humanité. Il n'y a pas de voyeurisme, hein, parce que c'était un peu le risque dans ce type de témoignage, et vous échappez complètement à cet écueil. Ouais, je pense que c'était vraiment un souhait de sortir de tout voyeurisme, et c'est ce qu'on disait à tous nos interlocuteurs pour les rassurer. Leur pratique, c'est pas ce qui nous importe, nous c'est vraiment la possibilité d'accéder à une sexualité, et Pascal fait partie de ces gens qui ont été aussi détruits par la prison et qui témoignent qu'en prison c'est compliqué, mais quand on sort, c'est pas plus facile en fait. Ouais. Alors vous avez rencontré également une éducatrice qui s'appelle Valérie Lepelletier et qui a fait de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées son combat. Comment ça s'est passé cette rencontre? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'est-ce qu'elle vous a appris? En fait, elle nous a raconté qu'il y a des formations qui sont mises en place, notamment par exemple dans les IME, pour justement former le personnel qui accompagne les personnes en situation de handicap aux questions de vie affective et sexuelle. Donc, comment on fait pour en parler? C'est des témoignages qui sont très importants parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément les mots, ça reste un sujet tabou. C'est jamais simple. Il y a le témoignage de ce papa qui dit qu'il a dû apprendre à son fils un petit peu de sexualité, et que pour lui c'était extrêmement compliqué parce qu'il sentait que c'était pas son rôle finalement. Du coup, il était un peu désorienté. En tout cas, c'est un magnifique web documentaire qu'on peut retrouver, dites-nous tout, sur évidemment le site internet de France 3 Bretagne. Mais également sexclu.fr. Mais également sexclu.fr. Voilà, tout est dit. Un petit mot pour terminer, si vous avez un message à passer aux Bretons qui seraient intéressés par cette thématique. Merci d'aller découvrir notre travail et bonne lecture. Et bien voilà, le message est passé. Et en tout cas, nous, on ne peut inviter que tous nos téléspectateurs à aller voir ce web documentaire qui est vraiment un excellent travail journalistique. Léna Higues, c'est un sujet que vous pourriez aller voir Ah oui, je ne connais pas du tout, je ne me suis pas vraiment renseignée sur ce sujet, mais ça a l'air d'être un beau documentaire et j'aimerais bien le voir. Maître Chauvel, pareil, bien sûr. Cette exclusion justement de... Oui, c'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment. C'est intéressant que la page soit ouverte. J'espère que beaucoup de gens iront consulter le site et voir le documentaire, bien sûr. Une page ouverte, effectivement, un joli mot. On va découvrir maintenant un portrait de vous, Léna Higues-Courson. On va ouvrir une autre page, celle de votre vie, dans un reportage qui a été tourné en décembre dernier par Valérie Chopin et Sandrine Ruot. Salut Rémi. Tutu, ça me longtemps. Ça fait exactement 1 mois et demi que Léna Higues n'avait pas vu ses coéquipières. Emploi du temps faisant, la joueuse de l'équipe de France est maintenant très sollicitée, mais venir jouer en Bretagne reste pour elle essentiel. De les revoir, c'est un peu une renaissance entre guillemets, de retourner aux sources un petit peu, là où tout a commencé. C'est en effet au Stade Rennais que la Bretonne originaire de Vieux-Marché a commencé. Après 14 années d'athlétisme, la costamoricaine se met à 20 ans au rugby et va très vite se faire repérer, pas seulement grâce à son 1m85. Elle a un morphotype qui est pas commun chez les filles. C'est une joueuse qui est ultra dominante physiquement. Elle rassure, on sait qu'à un moment donné, on peut s'appuyer sur elle pour nous refaire avancer. C'est toujours un atout majeur d'avoir Lénie avec nous. Sélectionnée en équipe de France dès 2012, c'est cette année que la joueuse déjà championne du monde universitaire va exploser. Titulaire lors du tournoi des 6 Nations, puis deuxième ligne déterminante lors de la Coupe du monde féminine en Irlande cet été, son travail et sa persévérance sont récompensés. Léna Higues est aussi élue meilleure joueuse française 2017, des expériences qu'elle aime partager. Je touche mon rêve, je vais participer à ma première Coupe du Monde. En tant que marraine du pôle espoir de rugby, installée au lycée Rennais Joliot-Curie, Léna Higues a rencontré 14 filles qui rêvent de l'imiter. C'est sûr que de la voir comme ça, on a tout envie de faire la même chose, mais ça nous montre aussi les difficultés à avoir et aussi à nous préparer physiquement et aussi mentalement. C'est sûr, c'est comme une grande joueuse de rugby à 15 comme à 7 et elle a quand même réussi à faire, elle arrive à bosser, elle arrive à faire le rugby aussi en même temps et c'est quand même un beau palmarès qu'elle a. Un palmarès qui ne lui monte pas pour autant à la tête. Je suis quelqu'un qui a la tête sur ses épaules et qui a encore envie de faire de belles années au rugby. Et je sais que maintenant, je vais être attendue et qu'il va falloir redoubler de travail et ça ne s'arrête surtout pas là. Objectif pour les prochains mois, le haut de tableau du top 8 avec le Stade Rennais et la Coupe du monde de rugby à 7 à San Francisco en juillet. Le travail, c'est un mot qui revient tout le temps dans votre bouche, Léna Higues-Courson. Bah oui, forcément, quand on commence une pratique sportive assez tardivement, à l'âge de 20 ans, il faut redoubler de travail pour essayer de rattraper un peu le niveau technique qui n'a pas été travaillé
voilà, plus jeunes, puisque beaucoup aujourd'hui ont quand même pratiqué le rugby dès l'école de rugby. C'est pas mon cas, donc oui, forcément, j'ai dû redoubler de travail et c'est parce que je le veux, c'est mon choix aujourd'hui d'atteindre le haut niveau et puis de tout donner, de donner tout ce que je peux à l'équipe. C'est peut-être pour ça que vous avez un peu plus la niaque que les autres, on va dire ça. C'est un parcours étonnant. Vous avez la chance de jouer aujourd'hui dans les 2 équipes de France à 7 et à 15, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et pour les néophytes, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence de jeu entre ces 2 formes de rugby, on va dire, hein. Qu'est-ce qui change dans le rugby à 7 et dans le rugby à 15 ? Alors, le rugby à 15, c'est le rugby que vous avez plutôt l'habitude de voir à la télé, qui se joue 15 contre 15. Rugby comme ça, alors. Hop, et le ballon. C'est le rugby traditionnel qu'on a l'habitude de voir à la télé, qui se joue 15 contre 15, contrairement au rugby à 7, qui lui se joue 7 contre 7, mais exactement sur la même surface de terrain qu'au rugby à 15. Donc le rugby à 7 est plus sportif, on va dire. On va dire que oui, c'est beaucoup plus exigeant sur le plan physique, puisqu'il faut être endurant, il faut savoir courir vite, longtemps, avoir des appuis et également avoir une bonne gestuelle, parce que forcément les passes sont beaucoup plus longues, les espaces entre les joueurs sont également plus grands. Le rugby à 7, c'est vraiment une discipline, je pense, en devenir. C'est devenu une discipline olympique. Depuis les derniers JO de 2016, on a vu apparaître le rugby à 7. Ça se joue surtout dans les pays chauds. Alors, les tournois se jouent plutôt dans les pays chauds. On a débuté le championnat mondial, le circuit mondial à Dubaï en mois de décembre. Ensuite, on est parti à Sydney. Le prochain tournoi a lieu le mois prochain au Japon. Ensuite, ça sera au Canada. Et ensuite, ça sera à Paris. Donc, le Paris Sevens qui a lieu le 11, 12, 13 juin. Et il y aura pour la première fois les filles et les garçons qui joueront sur le même tournoi à Paris. Donc, ça va être un beau tournoi. Là, on va aborder la question qui fâche, le côté, la parité, homme-femme. Vous avez été élue meilleure joueuse française en 2017. Chez les femmes, c'est finalement le seul prix qu'on peut avoir aujourd'hui en rugby. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de prix pour les femmes. Il y a le prix qui est décerné par Midol, le Midi Olympique. Il y a également le prix de la meilleure joueuse mondiale qui a été décerné à une néo-zélandaise cette année. Donc oui, c'est vrai que ça fait peu de prix. La situation évolue-t-elle quand même pour les femmes dans le milieu du rugby ? Est-ce que finalement, elles prennent de plus en plus d'importance ? Il y a une progression assez forte quand même Oui, bien sûr. Déjà en termes de licenciés, quand j'ai commencé le rugby, on était 8000 licenciés. Aujourd'hui, on est 18 000 et on veut passer le cap des 20 000 cette année. Donc forcément, il y a une belle progression en l'espace de 7 ans. Les femmes représentent quel pourcent des effectifs aujourd'hui ? 5% 5%, ouais, c'est vraiment très peu. On est une petite part pour l'instant, mais on veut passer la barre des 20 000. Je pense que le rugby féminin aujourd'hui, c'est un sport qui attire de plus en plus de jeunes filles et c'est bien de pouvoir diffuser les matchs sur France Télévisions, de faire connaître aux gens notre pratique, puisqu'au final, c'est vrai que si on ne voit pas le sport à la télé, c'est compliqué de savoir comment on joue, de savoir si vraiment on est crédible de jouer au rugby. Et c'est ce qui nous était un petit peu reproché les années passées, puisque les gens ne voyaient pas de rugby à la télé et se demandaient si c'était exactement les mêmes règles que pour les garçons, si on faisait également des mêlées, des plaquages, si on se rentrait dedans. Et les règles sont exactement les mêmes que chez les garçons. Il n'y a aucune différence. Oui. C'est peut-être ça qui peut faire peur un peu aussi aux femmes. Le visage, on sait que c'est quand même important chez une femme. Comment vous gérez d'ailleurs, vous, les blessures potentielles, comme les hommes, j'ai envie de dire. Grosse sparadrap. Non, c'est vrai que je pense qu'on a de moins... Enfin, peut-être au début, quand on commence la pratique, on a peut-être des a priori sur les contacts, mais au final, on se rend compte que tout se passe bien et que ça arrive d'avoir une dent cassée ou un nez cassé. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu le sport de contact qui veut ça. Aujourd'hui, au handball, je pense qu'il y a autant de... Il peut avoir des nez cassés avec un coup de coude mal placé au mauvais moment. Alors, l'année 2018, elle s'annonce extrêmement bien pour vous. Racontez-nous votre programme des mois à venir. Là, en ce moment, je suis blessée depuis le mois de janvier. Donc, j'essaye de me remettre d'une blessure à l'ischio-jambier.
Donc voilà, petit à petit, je reviens, je prends mon mal en patience. Et c'est vrai que j'ai très envie de revenir sur les terrains et puis de pouvoir prétendre jouer la Coupe du Monde, la préparer de la meilleure des façons et d'être avec l'équipe. Voilà, le prochain tournoi, c'est au Japon. Il faudra déjà bien figurer pour vouloir prétendre jouer une belle Coupe du Monde à 7 au mois de juillet. Oui, c'est ça, ce sera à San Francisco, un Coupe du Monde de rugby à 7. Bon, vous êtes du genre à viser la lune, vous les naïcs, de toute façon. Je voyais les regards de Maureen et Nina admiratifs. Ça vous a tenté déjà le rugby un jour? Ouais, carrément. Ah ouais, bah si, vous voyez, 2 recrues. Nina, pareil. Oui, évidemment, c'est impressionnant. Maître Chauvel, est-ce que vous avez déjà joué au rugby? Au lycée, oui. Ah, Un petit peu. Ça vous plaisait? Oui, j'aimais bien ça. Mais pas suffisamment pour continuer. Voilà. Mais il n'est jamais trop tard pour s'y mettre, si j'ai bien compris. Ah bah non, la preuve, vous voyez. Je vais laisser les naïcs vous passer le ballon, justement, puisqu'on va passer à votre rubrique. On va parler de droit. On va justement, à vous, en tant que sportif de haut niveau, j'imagine que vous soignez votre santé, les naïcs, bien sûr. Et pourtant, en la matière, tout n'est pas prévisible. Et c'est ce que l'on va voir avec vous. Même quand on a la place entre les mains des professionnels, eh bien, il y a des aléas thérapeutiques qui peuvent survenir. Qu'entend-on par ce terme, Maître Chauvel? Alors, je voulais indiquer que je me sens en totale sécurité à côté des naïcs sur ce plateau, mais pas plus qu'en rugby, le risque zéro n'existe pas en matière médicale, comme dans tout domaine. Et donc, on peut avoir malheureusement un accident sur un acte de soin. Bien. Alors, de quel type d'accident, justement, peut-il s'agir? On peut avoir 2 sortes d'accidents. On peut avoir un accident qui est lié à une faute d'un professionnel, donc d'un médecin ou d'un établissement de soins. Ça, c'est relativement bien géré par la jurisprudence maintenant depuis une centaine d'années. Il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. Si, il y a quand même des procédures à faire, mais sur le plan juridique, c'est assez bien assis. Il y a des assurances, etc. Et les indemnisations sont faites. En revanche, pendant longtemps, les personnes qui étaient victimes d'un accident médical non fautif, c'est-à-dire qui n'étaient pas liées à l'intervention d'un praticien ou d'un établissement de soins, c'est-à-dire un accident médical qui était lié à ce qu'on appelle communément la faute à pas de chance, au sein d'un établissement, au moment d'un acte de soins, n'était pas indemnisé. Et ça crée une situation évidemment d'injustice. Alors il y a eu des hésitations de la jurisprudence en matière civile, et puis la loi Kouchner en 2002 est venue préciser les choses, puisqu'aujourd'hui, qu'on soit victime d'un accident médical fautif ou d'un accident médical non fautif, dès lors que c'est dans le cadre d'un acte de soins, pour faire simple, on peut être indemnisé. D'accord. Alors, qui peut bénéficier de ces dispositifs? Est-ce que c'est vrai pour tout le monde? C'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, évidemment, et heureusement, tout le monde peut être indemnisé d'un aléa thérapeutique dans des conditions qui sont fixées par le Code de la santé publique, et donc qui sont un peu plus restrictives que pour le cas d'un accident médical fautif. D'accord. Il faut quand même que l'aléa thérapeutique soit d'une certaine gravité, on imagine bien. C'est exactement ça. Alors c'est donc ce qu'on appelle un aléa thérapeutique. Accident médical non fautif, c'est l'aléa thérapeutique qui est inscrit dans la loi. Il faut que ça soit d'une certaine gravité, c'est-à-dire d'une gravité qui est relativement importante malgré tout. C'est-à-dire que la loi n'a pas ouvert complètement l'indemnisation de l'aléa thérapeutique comme elle a ouvert complètement l'indemnisation de l'accident médical fautif. Donc là, il y a des seuils de gravité qui sont requis par la loi et qui sont déterminés par le Code de la santé publique. Pour faire simple, parce que c'est un petit peu technique, mais on va essayer de faire très simple. Très simple. Il y a 5 critères qui doivent être remplis, qui ne sont pas cumulatifs, qui sont alternatifs. Il faut que la victime soit ce qu'on appelle un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24%. Un déficit fonctionnel permanent, pour faire simple, encore une fois, c'est un degré de handicap, en quelque sorte. Bon, 24%, c'est pas rien. 24%, c'est la perte d'un œil, par exemple. Donc, vous voyez que c'est quand même relativement grave. Quand même, si on perd un pouce, par exemple, si on doit être amputé d'un pouce à la suite d'un aléa thérapeutique, on n'est pas sûr de rentrer dans le cadre de la loi parce que un pouce, entre guillemets, ça se chiffre, c'est pas très beau de dire ça, mais ça s'évalue entre 18 et 22%. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il faut quand même atteindre un certain degré de gravité. Soit, autre critère, une inaptitude définitive à son activité professionnelle, soit une incapacité de travail supérieure à 6 mois, soit, autre critère un peu fourre-tout, des troubles graves dans les conditions d'existence. Voilà, donc si on réunit un de ces critères-là, on peut prétendre à l'indemnisation de son aléa thérapeutique. Alors, est-ce que ces procédures sont rapides et gratuites? Alors, je vais vous décevoir, mais en matière judiciaire, c'est rarement rapide et c'est rarement gratuit. C'est pas forcément très rapide, mais la rapidité n'est pas un gage forcément de bonne justice. Je le dis souvent. Les gens se plaignent souvent et c'est souvent trop long pour eux parce qu'évidemment, ils ont souffert dans leur chair. Mais la lenteur permet aussi un examen sérieux du dossier. Donc, c'est pas forcément rapide. On n'a pas ça en un claquement de doigts et c'est des procédures qui sont compliquées. C'est pas forcément gratuit non plus.
On peut aller devant un tribunal, on peut aller devant ce qu'on appelle une commission régionale de conciliation et d'indemnisation. Dans les deux cas, il faut faire appel à des techniciens de préférence. Et comme c'est un domaine très technique, le domaine médical et juridique, puisqu'il faut faire une procédure, il faut souvent s'adjoindre les services à la fois d'un expert médical et à la fois d'un avocat. Et bien évidemment. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet complexe. Et vous avez expliqué ça avec beaucoup de pédagogie. Merci Maître Chauvel. Merci beaucoup Nina et Maureen d'avoir été à nos côtés pour nous parler de ce très beau web documentaire Les Sexclus. J'en connais une qui nous a caché des choses depuis le début de l'émission. Vous allez voir. Je vais me tourner vers Catherine Bossard. Je pense qu'il y a des choses qu'elle ne nous a pas dites. Catherine, on a une petite photo à vous montrer. Non, de là. Arrêtez. Alors, le temps que je vous rejoigne, vous allez nous expliquer. Je pense qu'elle adore le rugby, mais elle n'ose pas le dire, en fait. Expliquez-nous ce qui s'est passé dans votre vie, Catherine Bossard. Oui, je devais vraiment faire peur aux adversaires. Oui. Alors, vous avez joué au rugby. On apprend des choses. J'étais Lénaïque Corson au Stade Rennais Rugby il y a ça presque 15 ans, voire plus de 15 ans. Et c'était il y a longtemps. Vous avez été championne ? Alors j'ai participé au championnat de France universitaire en 2003 où l'équipe universitaire rennaise avait été championne de France. Ben voilà, vous savez tout maintenant. Voilà. J'ai été sportive, oui. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette première partie d'émission ? Dites-nous tout. Mais beaucoup de choses. Alors, les maladies, la sexclusion, c'est très bien. Moi, je propose, c'est des propositions, ça va peut-être être maladroit, qu'avec les regroupements, les plaquages, on puisse aussi rééduquer les gens et les réhabituer au contact physique. Parce qu'on est obligé d'en avoir au rugby aussi, et ça, c'est important. Et donc, j'ai noté le perdre d'un pouce, 18 à 22%. 18 à 22%, on a bien retenu. On est privé d'autostop. Bon, tant pis. Perdre d'un œil, par contre, on peut toujours être champion du monde de tir à l'arc ou un photographe. Et en étant indemnisé aussi. Donc, je vais prendre des notes et puis je continue à regarder ça. Très bien. Bon, j'espère que la suite de cette émission vous inspirera autant. Nous retrouverons dans quelques instants l'ami Maëlle Le Guenec et ses mots bretons, ainsi que la rubrique culturelle avec Sabine Marie-Murgue et son invité. Et puis nous rejoindrons aussi Sylvie Denis en direct depuis Dinard. Mais pour l'heure, chère Catherine, c'est le moment d'annoncer les titres du JT de ce midi présenté par Adélaïde Castier. Alors d'abord, nous serons à Planquette où une maison médicale fait le plein. Puis nous entamerons la saison cycliste bretonne à Vitry avec la route Adélie. Enfin, le dernier titre, ce sera la page culture avec le festival High-Roop, le festival des arts du cirque en compagnie d'Isabelle Rettig. Voilà, écoutez, je vous propose maintenant qu'on aille retrouver l'amie Sylvie à Dinard. Sylvie, dites-nous tout. Vous êtes une élégante, mais alors là, élégante parmi les élégantes. Écoutez, regardez, ne sommes-nous pas l'élégance même avec Denis Coignac, mon invité pour nous parler effectivement de ces fameux concours d'élégance qui étaient très en vogue au début du XXe siècle. Nous sommes toujours à Dinard, cité balnéaire de la Côte d'Emeraude. On est dans cette belle époque et on aime infiniment les voitures, les belles carrosseries et la mode. Denis aime aussi tout cela, il aime sa ville. Vous vous êtes intéressé à ces concours d'élégance. Je crois que vous avez fouillé un peu toutes les archives pendant 4-5 ans pour préparer un événement dont on parlera tout à l'heure qui aura lieu début juin. Mais avant cela, d'où viennent ces concours d'élégance ? Pourquoi est-ce que Dinard est ce temple de l'élégance ? Alors le premier concours d'élégance de Dinard s'est déroulé le 4 septembre 1921. Donc on passe en fait de la belle époque aux années folles. Ouais. On sort de la guerre, on a envie de s'amuser. On a envie de s'amuser. Et Dinard a quand même une culture de l'élégance et de la mode. Et nous avons 2 constructeurs automobiles qui fréquentent la station. Louis Delage, qui fait à l'époque des voitures de luxe, et puis André Citroën. Et ça a certainement contribué à ce que ce concours soit le premier d'ailleurs à être organisé dans une station balnéaire. Et pourquoi est-ce qu'on allie la mode et l'élégance ? Alors effectivement, ce sont 2 fers de lance de notre culture française. Est-ce que c'est la seule raison ? Effectivement, c'est la vitrine du savoir-faire à la française. D'ailleurs, c'est unique au monde. C'est nous qui avons imaginé ce type de concours. En fait, c'est pour rendre hommage à la créativité, dans les 2 cas, qu'on soit couturier ou qu'on soit carrossier automobile, puisque les constructeurs automobiles confiaient la réalisation de leur carrosserie à des spécialistes. On est dans de la créativité pure. Qui était le public à l'époque ? Le public qui venait nombreux. On parle de près de 15 000 personnes pour la première édition. Ici, là ? Ici, oui. C'était énorme. Ouais. C'est tous les gens des environs.
Et puis les participants, ils sont un peu triés sur le volet, dans le bottin mondain. On a des artistes, on a des gens très connus, on a des chanteurs, on a des artistes peintres comme Fujita, on a Alain Gerbeau, on a des gens qui sont très connus, souvent beaucoup de nationalités différentes, 7 à 8, voire 10 nationalités différentes. Les gens viennent de l'étranger pour faire le concours. Alors, je ne sais pas si les gens viendront de l'étranger en juin prochain, je vous le souhaite pour cet événement, mais effectivement, les 2 et 3 juin prochains, vous organisez un nouveau concours d'élégance, et c'est le premier depuis cette belle époque. Ça va se passer ici, là. Partout. Oui, alors les voitures vont passer ici. Bon, elles sont plus belles que celles-là. J'espère, sur la digue. Et puis le concours d'élégance, le samedi soir à 21h, va se dérouler dans le parc de Port-Breton, devant le château de Port-Breton. D'accord. Mais il y aura des gens qui viendront de l'étranger, puisque 30% du plateau pour le concours d'élégance est étranger. On attend une centaine de voitures. Au total, 100 voitures pour faire le tour d'élégance et un peu plus de 30 voitures pour faire le concours d'élégance. Donc ça va se passer ici, il y aura ce qu'on appelle quoi, un défilé, comment est-ce que... Alors les voitures viendront d'ici, ouais. Et puis elles vont défiler ici sur la digue pour que les gens puissent voir les véhicules passer. Et ensuite elles vont s'arrêter pour qu'on puisse passer du temps autour des véhicules le samedi après-midi. Et ce sera pour de vrai un vrai jury avec des vrais prix et voilà, une grande et belle cérémonie. Oui, on a tenu à organiser le concours d'élégance dans la tradition. C'est le concours d'élégance à la française. Vous avez le droit de dire qui aura dans le jury déjà ou pas? Oui, on peut le dire. Disons-le. Dans le jury, par exemple, on aura l'ambassadeur de France de l'UNESCO. D'accord. Parce que c'est une démarche historique et patrimoniale aussi. Rendez-vous les 2 et 3 juin prochains pour le premier concours d'élégance de Dinard. C'est pas chouette tout ça? Merci Denis. Merci. C'est magnifique. Merci beaucoup Sylvie. On a bien noté ce rendez-vous les 2 et 3 juin prochains à Dinard. Maëlle Le Guenec, Sabine Marie Murguet et Victor Van Osten nous ont rejoints. Maëlle, fanat de rugby, bonjour. Oui, j'ai une expérience un peu particulière avec le rugby, mais... Ah bon? On va voir si vous êtes bon. Allez hop, les naïgs. C'était quoi l'expérience particulière? Oh, une triple fracture. 3 fois rien. Regardez ce qu'a dit Maître Chauvel. Est-ce que c'était plus de 22% d'incapacité? Alors je ne sais pas, j'étais jeune à l'époque, donc je ne travaillais pas, mais oui, j'ai été absent un petit moment. D'accord, bon, traumatisé en face. Traumatisé, non, j'ai juste plus fait de rugby depuis, on va dire traumatisé. Hein. Alors dites-nous tout, justement, le rugby ça vous a inspiré? Bah oui quand même, parce que on va parler du rugby, mais en breton. Alors s'il y a un truc simple sur lequel on va tous s'entendre, c'est comment on dit rugby en breton. Eh ben, je crois que ça se dit pareil. C'est rugby. Oui, mais avec un Mais avec un i, Ah. puisqu'en breton, le y fait le son ye et non pas le son i. Donc si on transpose le nom de cette ville anglaise qui est rugby, en breton ça donne rugby avec un i. Alors un ballon, qu'il soit ovale ou rond d'ailleurs, on va l'appeler mel. Mel. Ou on peut aussi dire voloten, mais quand il s'agit du sport, on parle de mel. Football donne mel droite, balle au pied. Facile. Ouais. Le terrain, taschen, andachen. Le terrain qui peut être un terrain de toute autre chose que du sport, mais on va dire pareil, taschen. Et puis une équipe se dit skipai. On va retrouver d'ailleurs à peu près les mêmes racines dans ce mot-là. Alors sur une équipe, il faut du monde quand même pour jouer. Sur le terrain, il faut une équipe donc pour jouer. Et dans l'équipe, il y a des joueurs. Et les joueurs se disent en breton roirière. Roirière. Donc le jeu, c'est Vous roirie. essayez, les naïcs? Roirière. Roirière. C'est pas mal. Très bien. Parce que le H expiré limite. Elle est très gauloise d'origine quand même. On s'y essaye. C'est pas toujours très simple, je comprends. Un adversaire, bah oui, parce qu'il y a forcément quelqu'un en face. Se dit en breton Ennébourg. Ennébi, c'est aller à l'encontre. Ennébourg, celui qui va à l'encontre, l'adversaire. Alors la mêlée. On va retrouver aussi pareil, une racine plutôt commune. On est toujours sur des racines parfois similaires. Mescladen, donc mesclant, c'est deux mots qui se ressemblent, c'est se mélanger. Donc, mesclin, ça vient de... C'est la même... mesclin. Non, mais mesclin, la salade. C'est des mélanges. Je ne crois pas, peut-être. Non, parce que ça peut peut-être avoir un lien. On sait jamais. Je rechercherai ça pour la semaine prochaine, si vous le voulez. Parfait. Je ferai une petite recherche étymologique. Je compte sur vous. Et une passe, qui est très importante en rugby, car elle doit se faire en arrière, sinon ça ne marche pas. Passe se dit casse, et en arrière, en adra, casse, en adrin. Devant, c'est en arok, ça on n'a pas le droit. En adrin. Et casse, gassaden, pour dire une passe, ce qui est un peu plus long. Alors, je me suis intéressé à des expressions. Alors, on pourrait penser qu'en breton, il y a des expressions sur le rugby, mais non.
puisque c'est pas forcément un sport qui est ancré en Bretagne depuis très 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 longtemps. Mais du coup, j'ai cherché des thématiques qui s'approchaient des choses nécessaires pour le rugby, à savoir la volonté, par exemple. Et ça donne cette expression en neb aven henezahal, en nebahal agas argal. Expression qui est assez drôle, qui dit qui veut peut, qui peut renvoie les Français. Expression donc historique, car vous savez qu'il y a eu dans l'histoire, non pas du rugby en Bretagne, mais quelques inimitiés. C'est ça. Je vous invite à aller faire un tour sur les marches de Bretagne pour voir quelques petits châteaux qui témoignent de cette période. Et puis il y a l'adversaire. Alors en breton, il y a une expression qui est assez sympa pour parler de l'adversaire. Neuske da enebourien vian, qui veut dire tout simplement, vous allez retrouver le mot enebour que j'ai mentionné tout à l'heure, il n'y a pas de petits ennemis. Neuske da enebourien vian. Qui sont vos pires ennemis, les naïcs, vous? Question facile. Ouais, on va dire traditionnellement, c'est vrai qu'en plus on a joué les Anglais lors du tournoi destination et c'est vrai que les crunchs ont une saveur toujours particulière. Les crunchs ont une saveur ça toujours particulière. Les matchs entre l'Angleterre et la France, on les appelle les crunchs. Ouais. Pas mal. Ça doit être crunchy, c'est pour ça. Alors je me suis intéressé pour une fois aussi à votre prénom et à votre nom. Alors Lénaïque, en breton, c'est le diminutif de Léna, ça vous le saviez probablement, et Léna est un dérivé de Hélène. Voilà, ça veut dire la petite Hélène. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de vos parents quand ils vous ont appelé petite Hélène? Alors j'avais fait la blague avec Laurence, puisque Postec veut dire grande et costaud. C'est ça. Alors voyez, donc moi il y a eu une erreur, mais clairement d'aiguillage. On choisit moins quand même. Oui, c'est vrai. Et votre nom de famille, justement, alors c'est assez intéressant, parce que quand j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé d'étymologie particulière sur le nom Corson, mais j'ai trouvé un personnage célèbre, qui s'appelle Amédée Aimé Guillotin de Corson, qui est issu d'une famille du Morbihan. Bon, ça date un petit peu, puisqu'il est né en 1837. Et il est mort en 1905 à Bain de Bretagne, et il a été nommé chanoine honoraire de la métropole de Rennes. Voilà. C'est un personnage comme ça que j'ai retrouvé. Alors, peut-être pas de votre famille, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas d'étymologie sur votre nom, mais en tout cas, il y a un personnage célèbre. Merci beaucoup. Et je voulais juste rappeler quand même une chose sur le breton et le rugby. Il faut savoir que le club de rugby de Vannes, club masculin, a décidé de mettre en avant la langue bretonne. Et dans tous les matchs, il y a des slogans en breton qui sont affichés. Et même qu'ils ont trouvé une idée pas très très bête, c'est qu'ils annoncent les tactiques de jeu en breton de façon à perdre un peu l'ennemi. Donc les joueurs néo-zélandais qui débarquent, ils disent bon, déjà on apprend à parler français, ensuite on apprend à parler breton. Donc ça fait un peu plus de boulot, mais visiblement ça marche plutôt pas mal. C'est pas mal, ça. Vous saviez ça, Lénaïque? Oui, c'est vrai que le club du RCV Vannes fait ce genre d'annonce. On avait vu dans quelques reportages qu'ils justement ils étaient très fiers de leur langue, de leur culture, et voulaient un petit peu imprégner justement cette marque bretonne à tous leurs joueurs. Et c'est également, je crois, le cas du club du REC. À Rennes, je crois qu'il y a également une empreinte bretonne dans les annonces. Comme quoi, c'est une des tactiques pour gagner, c'est ça. C'est le breton qui fait toute la différence. Mais moi, je propose de le mettre partout. Bah oui, on sait bien. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou au club de rugby de Saint-Père, Marc-en-Poulet, à qui j'ai donc emprunté ce maillot, et plus particulièrement au coach Adrien Laval. On espère que leur magnifique vidéo terrain favorable a toujours autant de succès sur YouTube. On a regardé tout à l'heure avec Lénaïque. Combien de vues déjà sur YouTube? 1,9 million, je crois, sur le premier épisode. Voilà. Bon. Chapeau, respect. Hein. Allez, maintenant, je vous propose... Alors, je sais que vous aimez les fauves, les naïcs. Bon, alors là, on va changer un peu de domaine. On va parler cette fois de cobra. Mais pas l'animal, vous allez voir, ça pique quand même. De quoi vous allez nous parler, Sabine? Peut-être d'un mouvement artistique venimeux, je prends la balle, je vous l'envoie, avec Victor Van Oesten, qui n'est pas vraiment breton. Ça, c'est plutôt flamand, Van Oesten. Mais ça n'empêche pas de parler breton. Oui, oui, mais enfin, là, ça va être difficile. Donc, bonjour Victor Van Oesten, vous êtes commissaire scientifique de l'exposition Cobra, et Cobra, un mouvement donc d'après-guerre. Et c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Cobra, ce sont les initiales de Copenhague, Bruxelles et Amsterdam. Ce sont les capitales d'origine des membres fondateurs de ce groupe qui réunissait, après la Seconde Guerre mondiale, des artistes et des poètes qui voulaient réinventer le monde, réinventer l'art et réinventer la vie pour faire jaillir l'art au cœur de la vie. Et qui sont ces artistes? Comment il est né ce mouvement? Ce sont des artistes qui se sont réunis à Paris et qui ont voulu rompre avec le surréalisme et défendre une nouvelle manière de peindre entre abstraction et figuration, laisser la couleur s'exprimer librement, le geste librement, s'inspirer aussi de l'écriture, de la peinture. Et pour cela, ils vont défendre une pratique de la peinture expérimentale et spontanée. C'était les deux mots qu'ils mettaient toujours en avant pour parler de leur art.
Et qui sont ces peintres? Comment s'appellent-ils, les principaux? Alors les principaux viennent du Danemark. Asger est un des leaders du mouvement. Il y a aussi des Néerlandais, Karel Appel, Constant, Corneille, des Belges, les poètes, Joseph Noiret, Christian d'Autremont, qui a trouvé le nom de Cobra. Mais il y a aussi Pierre Alechinsky, des Français, Jacques Doucet, Jean-Michel Atlan et des artistes internationaux qui sont venus renflouer les rangs de Cobra et former cette internationale des artistes expérimentaux. Et pour eux, hors convention, enfin, ils refusent toute convention. C'est Faut vraiment se la libérer liberté de d'expression, se libérer de tout. C'est pas un hasard après la guerre. En effet. Et la spontanéité, justement, dans la peinture de Jorn, c'est très important. Oui, la spontanéité, c'est ce qui permet de se libérer des conventions, de libérer l'instinct et de s'exprimer en explorant l'intériorité de chacun. Et Jorn le fait très bien dès les années 40. Pendant la guerre, cette peinture était aussi une forme de résistance et ils appliquent des touches très vives, très spontanées sur la toile pour justement libérer l'inconscient et atteindre ce qu'il disait comme l'essence de l'être et de la vie. On la voit d'ailleurs, cette peinture de Jorn. Là. Très belle peinture. C'est vraiment un jet. Alors ça veut dire qu'il partait de rien, il s'inspirait de rien. Tout était nécessaire. Ils connaissent bien la peinture, bien évidemment. Ils s'intéressent par exemple à des formes artistiques qu'à l'époque on ne regardait pas vraiment, comme les fresques des églises des alentours de Copenhague. Ils aiment la peinture de Miro, la peinture de Paul Klee, mais ils veulent travailler spontanément, sans schéma préconçu, pour justement faire advenir par le hasard une forme nouvelle, une vie de la matière. On le voit sur ces peintures. Il y a toujours un œil, une bouche, un regard qui nous attire et qui nous capte. Et chacun doit voir ce qu'il a envie pour laisser son imagination vagabonder dans ses peintures. Il partait de l'art primitif aussi, puis de l'art des fous, entre Ils guillemets. aimaient beaucoup l'art africain, ils s'intéressaient à l'art des fous aussi, comme Jean Dubuffet à la même époque, pour justement explorer des voies de création et de compréhension du monde qui n'étaient pas celles prônées dans les écoles d'art et même dans les musées de cette époque-là. Alors cette exposition a déjà été, vous l'avez organisée au musée de Tessé au Mans. Elle est aujourd'hui à Pont-Aven. Et pourquoi à Pont-Aven? C'est quoi le rapport avec Gauguin en fait? Alors en effet, Pont-Aven, c'est le village de Gauguin qui a, dans ce village absolument magnifique, réinventé la peinture. En laissant la couleur s'exprimer librement, il a orchestré une révolution qui a ouvert la voie de toute la peinture moderne et encore de l'art contemporain aujourd'hui. Et les artistes de Cobra sont les héritiers de Gauguin. Ils poursuivent cette révolution. Corneille, Wolfkamp sont des artistes de Cobra qui, en 1950, sont venus à Pont-Aven, à Concarneau, sur les traces de Gauguin pour voir véritablement le lieu de ce renouveau de la peinture. Et ils n'ont cessé de travailler dans cette veine en justement laissant la couleur s'exprimer librement, en dessinant dans la couleur pour faire advenir les formes du monde. Il y a un tableau de Corneille avec Gauguin. C'est-à-dire que l'affiche de l'exposition de Pont-Aven représente un tableau de Corneille, un montagnard sur un grand fond jaune. Et ce tableau peut faire écho à un tableau très célèbre de Gauguin, le Christ jaune, que l'on connaît à travers deux tableaux, où Gauguin a peint le corps du Christ de la même couleur que le paysage du fond du tableau. Et c'est seulement une petite ligne noire qui distingue le corps du Christ du paysage. Et ça, c'est une révolution, c'est le synthétisme, puisque c'est la couleur en aplat, que l'on voit très bien dans l'angle. Ouais. C'est la couleur en aplat qui jaillit et qui est véritablement la base de la construction des formes et de la construction du tableau. Et on voit bien que dans le tableau qui est à droite, qui est de Corneille, le jaune est utilisé pour la montagne, pour le visage, pour l'arrière-plan. Et c'est ce même jaune qui organise toute la composition et qui donne à la couleur la primauté dans l'art de ces artistes, d'où le titre de l'exposition, Cobra, la couleur spontanée. L'art spontané. Et il faisait aussi du street art avant l'heure. Il peignait sur les murs. Il s'intéressait au graffiti, il s'intéressait à toutes ces formes d'expression. Asger disait qu'il avait appris la peinture dans l'arrière-boutique d'un tatoueur du port de Copenhague. Et il décorait aussi des murs des maisons qu'ils occupaient en peignant tous ensemble avec leurs enfants, avec leurs femmes, pour créer un art collectif. Parce que c'est de cet élan spontané et collectif, et comme le sport en fait, c'est un art vraiment qui se pratique à plusieurs, que l'art jaillit de la vie et que l'on peut exprimer chacun notre imaginaire, notre intériorité. C'est magnifique. Écoutez, pour faire le plein de couleurs au musée de Pont-Aven, l'exposition Cobra, c'est jusqu'au 10 juin. Oui. Merci beaucoup, Victor. Merci. On a une petite surprise aussi. Mais oui, parce que vous avez cherché et vous avez trouvé qu'on pouvait parler de rugby dans l'art contemporain. Oui, à l'époque, Arnaud. Oui, vous voyez. Il est où le ballon?
Alors ça se passait où? Dites-nous tout, Sabine. Alors, c'est un tableau d'André Lotte à l'époque du cubisme, des années 20, dans les années 20, avec Delaunay. Donc, ils avaient travaillé, ils utilisaient cette thématique des rugbyman, parce qu'on va voir que là, il y a un petit souci, il n'y a pas de femmes. Mais c'était une exposition qui a été présentée en 2007 à Montpellier, au musée Fabre, qui s'appelait donc Rugbysme. Comme quoi, vous voyez. Vous aimez l'art, vous, Lénaïque Corson? Oui, c'est vrai que je vais de temps en temps dans les musées. Je suis attirée notamment par la photographie. J'aime bien la photo. Voilà. Bon, alors, il n'y a pas photo, on va en retrouver une qui est à fond dedans. Dans la mêlée, d'ailleurs, ça y est, elle arrive tout de suite. C'est Catherine Bossard pour le débriefing de cette émission. Moi, je veux le ballon. Victor, merci. Youhou, c'est parti. Alors. J'ai mis mon protège-dents parce que je ne vais pas pouvoir continuer. En plus, ça donne envie de vomir quand on parle avec un protège-dents. Alors, oui, rugby. Tenez, allez, réflexe. C'est bon. Voilà, les ballons, j'ai arrêté de toute façon. Rugby, sport breton, quoi qu'on en dise, parce que ne dit-on pas que les avants ont des oreilles en chou-fleur, chou-fleur étant un légume breton par excellence. Voilà. J'ai d'autres vannes, bien sûr, les techniques, passe-casse, hop, ça passe ou ça casse. Attention, le terrain amical, le terrain boueux, certes, qui peut être dangereux parfois pour les blessures, mais un bon terrain boueux breton peut être aussi un réceptacle agréable à un plaquage. Voilà. Et ne dit-on pas coller un caramel à quelqu'un ? Oui. Alors, pourquoi pas un caramel breton? Voilà. Donc, le rugby est un sport breton par excellence. Voilà. Alors, vous parliez d'Angleterre, des crunchs. Vous savez que c'est le bruit des os des Anglaises sous une mêlée, ça, le crunch. Ça vient de là. Moi, de temps en temps, je vais à Dinard faire du beach rugby pour regarder l'Angleterre et puis leur balancer des ballons comme ça, à me préparer au match. Voilà. Et en Irlande, ils disent « Je supporte 2 équipes. L'Irlande et quiconque joue contre l'Angleterre. » C'est vrai, ils disent ça. Gros bisous quand même aux copains anglais parce qu'on les aime bien. Voilà. Et pour ce qui concerne Cobra, merci d'avoir mis cette belle, et je vais parler normalement quand même parce qu'on parle normalement au rugby. Merci d'avoir fait cette belle liaison, ce beau parallèle. Regardez, les techniques, libérer l'instinct, se libérer des conventions, c'est ça le rugby aussi. Les touches vives et spontanées, hop, au short, vite, hop, on balance, et puis hop, direct dans l'embut adverse. Les couleurs spontanées, le bleu, le rouge, hop, le marron de la gadoue, le vert de l'herbe, hop, encore du bleu, du rouge partout sur le visage. L'élan spontané collectif, le rugbysme, c'est ça. Et la technique du Cobra, qui est une technique de première ligne, il faut le savoir, moi j'étais pilier, qui est une technique de première ligne qui consiste à lâcher le short de sa collègue et à prendre dans la mêlée et à prendre les narines de la deuxième ligne adverse. C'est la technique du Cobra, c'est une technique qui existe, que je viens d'inventer. À déposer. À tester. On demandera à Lénaïque de voir. Merci beaucoup, Catherine. Merci infiniment. Allez hop, je repasse le ballon, c'est reparti. Allez, vous repartez. Hop. Allez, nickel. Merci beaucoup à tous d'avoir été à nos côtés pour cette heure d'émission. Merci Lénaïque. Merci infiniment. On vous souhaite bonne chance pour les prochains matchs. Et puis je vais rajouter un petit mot. Ce week-end, si vous n'avez rien à faire, dimanche, les joueuses du Stade Rennais Rugby jouent leur dernier match à domicile. Et c'est dans le cadre d'une opération en partenariat avec Rennes Métropole et d'autres clubs de haut niveau à Rennes. Et Rennes rencontre donc Bobigny au Stade Vélodrome à 15h. Merci beaucoup Lénaïque Corson, merci Victor, merci Sabine, merci Maëlle. Après ce long week-end de Pâques, mardi, nous évoquerons les mystères de la voyance. Allez, bon week-end à vous, à mardi, ciao.